Chers compatriotes, j'ai marché tout autour de la France, je suis venu vous voir. La finalité, c'était de vous rencontrer. Et j'ai donc déposé mes écritures à la Cour de justice européenne. Je voudrais donc que vous sachiez quels sont les motifs qui me poussent à avoir saisi cette Cour de justice, afin que chacun d'entre vous puisse en aviser. Quand on saisit cette Cour, il faut donner à cette Cour l'objet sommaire du recours envisagé. Donc il s'agit d'un objet sommaire et pas d'une plaidoirie. La plaidoirie viendra par la suite si la Cour reçoit la demande et accepte de l'instruire. La France, en sa qualité de membre fondateur de la Communauté européenne, reconnue depuis 1952, la Cour de justice de l'Union européenne. Elle a ratifié notamment le traité de Rome du 25 mars 1957 qu'elle s'est engagée à respecter, comme l'ensemble des pays signataires. Le traité de Rome instituant la CEE dispose, par une déclaration liminaire inclusive, que les États membres déclarent être décidés à assurer par une action commune le progrès économique et social de leur pays en éliminant les barrières qui divisent l'Europe. Avoir pour but essentiel l'amélioration constante des conditions de vie et d'emploi de leur peuple. Être désireux de vouloir confirmer la solidarité qui lie l'Europe et les pays d'outre-mer et assurer le développement de leur prospérité conformément aux principes de la Charte des Nations Unies. Être résolu à affermir par la constitution de cet ensemble de ressources les sauvegardes de la paix et la liberté et appelle les autres peuples d'Europe qui partagent leurs idéaux à s'associer à leur effort. La Cour de justice européenne a pour mission d'assurer le respect du droit dans l'interprétation et l'application des traités communautaires. Il en va donc de même pour le traité de Rome. Il lui appartient chaque fois que nécessaire ou chaque fois qu'elle est saisie à ce propos de s'assurer que l'esprit et la lettre de ce traité a bien été respectés. Cette Cour connaît des recours et des plaintes introduites par des particuliers et c'est sur ce fondement que je demande à la Cour de statuer sur l'attitude de la France face à ses obligations au regard du traité de Rome, de sa déclaration liminaire et de sa référence aux principes de la Charte de l'ONU, dont je rappelle un court passage. Nous, peuple des Nations Unies, résolus à préserver les générations futures du fléau de la guerre qui, 2 fois en l'espace d'une vie humaine, a infligé à l'humanité d'indicibles souffrances, a proclamé à nouveau notre foi dans les droits fondamentaux de l'homme, dans la dignité et la valeur de la personne humaine, dans l'égalité des droits des hommes et des femmes, ainsi que des nations, grandes et petites, à créer les conditions nécessaires au maintien de la justice et du respect des obligations nées des traités et autres sources du droit international, à favoriser le progrès social et instaurer de meilleures conditions de vie dans une liberté plus grande. La France a signé sur son territoire métropolitain un traité avec un de ses ressortissants, Crime Belkacem, enregistré sous le numéro 11239 à l'ONU et sous le numéro TRA 1962-0009 en France, régissant la vie de millions de ses ressortissants en dépit du droit communautaire énoncé dans la déclaration liminaire du traité de Rome et de sa référence à la Charte des Nations Unies. Elle a ignoré l'obligation qu'elle s'était faite de considérer chaque individu de manière égale, comme d'ailleurs énoncé dans sa propre constitution du 4 octobre 1958. La France est une république indivisible, laïque, démocratique et sociale. Elle assure l'égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d'origine, de race ou de religion. Et cette attitude a causé des préjudices divers à des millions d'individus, dont ma personne. Sur la base du traité de Rome et de la déclaration liminaire inclusive qui l'accompagne, et sur la base des références à la Charte de l'ONU, que le traité de Rome érige en principe pour asseoir sa force, je demande à la Cour de justice européenne de se prononcer sur les questions ci-après. Premièrement, est-ce qu'un pays fondateur de la CEE peut signer un traité avec un ressortissant européen? Deuxièmement, est-ce qu'un pays fondateur de la CEE peut signer un traité avec un de ses propres ressortissants? Troisièmement, est-ce qu'un traité signé par un pays fondateur de la CEE avec un ressortissant européen est un traité communautaire? Quatrièmement, est-ce qu'un traité signé par un pays fondateur de la CEE avec un de ses propres ressortissants est un traité communautaire? Cinquièmement, est-ce qu'un pays fondateur de la CEE
peut signer un traité avec un citoyen plutôt qu'avec un autre sans en justifier la raison auprès des autres citoyens. Dans l'hypothèse où la Cour considérerait qu'il est impossible pour un pays fondateur de la CEE de signer un traité avec un ressortissant européen, fût-ce-t-il un de ses propres ressortissants, mais dans l'hypothèse où cette Cour considérerait cela possible pour un ressortissant hors de la communauté européenne, et que la France alléguerait que le signataire du traité des accords d'Évian est extérieur à la CEE, il appartiendra à cette Cour de vérifier que la France rapporte bien la preuve que le signataire de l'accord, Krim Belkacem, était un ressortissant d'une nation extra-européenne. Charge à la France de démontrer que Krim Belkacem avait renoncé par des écrits légaux à être un membre de la nation française avec laquelle il a signé le traité. Si la Cour considère que le traité des accords d'Évian est bien un traité communautaire, il lui appartient de statuer sur le non-respect des dispositions sur lesquelles la France s'est engagée lors de la signature du traité de Rome et qui sont à l'origine de mes préjudices. Est-il légal et conforme à la déclaration liminaire du traité de Rome et au principe de la charte de l'ONU qu'une nation signe un traité qui engage des millions de ressortissants dont elle a la responsabilité, avec un de ses ressortissants qui n'a été élu par personne et dont l'organisation même dont il se revendique n'est ni reconnue par les Nations Unies, ni par aucune autre instance internationale qui lui conférerait une représentativité autre que la sienne? Est-il légal, loyal, équitable et conforme à la déclaration liminaire du traité de Rome et au principe de la charte de l'ONU qu'une nation signe un traité pour régir la vie de millions de ses compatriotes avec un individu qui ne représente que lui-même au regard du droit? À la lecture du traité en question, dit des accords d'Évian, on peut lire chapitre 4. À défaut d'accord, la France et l'Algérie résoudront les différends qui viendraient à surgir entre elles par des moyens de règlement pacifique. Elles auront recours soit à la conciliation, soit à l'arbitrage, à défaut d'accord sur ces procédures. Chacun des deux États pourra saisir directement la Cour internationale de justice. Il est indéniable que la France a tenté de se conformer à la dimension principe de la charte de l'ONU, en fidélité au principe du traité de Rome. Mais les écrits n'ont pas été suivis des actes. Se conformer voulait dire saisir la Cour de justice des Nations Unies pour faire cesser le massacre de sa population autochtone civile sur le territoire qui deviendra l'Algérie et de ses combattants d'outre-mer sur le territoire qu'elle avait désigné comme ses départements. La Cour devra aussi statuer pour dire si le fait que dans la gestion des populations harkis, déracinées et en souffrance, les institutions françaises compétentes ont adopté la bonne démarche en ne saisissant pas le FSE, le Fonds social européen par exemple, pour soutenir la création d'emplois de meilleure qualité pour sa population harkie et améliorer les perspectives professionnelles de ces populations harkies, les moins qualifiées et les plus exposées au chômage et à l'exclusion. La Cour devra statuer si l'exploitation de ces populations par l'institution ONF en les parquant dans des camps de concentration, des prisons de forestage avec service de travail obligatoire, comme en attestent les témoignages, les bulletins de salaire inexistants, les cotisations sociales non redistribuées pour les retraites, est conforme à la déclaration liminaire du traité de Rome et au principe de la charte de l'ONU. La Cour enfin devra statuer pour dire si les institutions violentes dans lesquelles ont été relégués des enfants des populations harkies à l'écart de la population générale, sans perspective, étaient conformes à la déclaration liminaire du traité de Rome et au principe de la charte de l'ONU. Pour ce faire, la Cour se doit de recevoir ma demande, afin qu'elle lui soit exposée, précisée, argumentée, et donner l'opportunité à la France de donner des explications. Ma demande est conforme au droit communautaire, et j'ai respecté tous les critères légaux pour l'introduire. La Cour doit savoir que cette demande vient à l'issue d'un tour de France de la fierté harkie de 3500 km et que tous les harkis de la diaspora en France, en Algérie et ailleurs comptent sur elle pour ne pas éluder le débat. Voilà. Sur le fondement Agir, je suis européen, citoyen français, résident en France, né en France de parents français. Par ma condition de fils de harki, j'ai subi et je subis toujours les conséquences directes du non-respect du traité de Rome par la France avec les accords dits d'Évian dont j'ai découvert il y a moins de 2 mois qu'ils avaient été signés en dépit de la déclaration liminaire du traité de Rome, des principes de la charte de l'ONU, avec une personne qui légalement ne représentait qu'elle-même et non pas le pays dénommé l'Algérie. Ce pays n'existait pas. Il n'y avait pas de constitution ni même d'assemblée constituante. Par les conditions de vie qui ont été imposées à ma famille, à mon père, à ma mère, par le gouvernement français, depuis le non-respect de la déclaration liminaire du traité de Rome et des principes de la charte de l'ONU, en signant le traité des accords d'Évian le 19 mars 62,
Je suis doublement victime et du non-respect de ses engagements par la France et du non-respect de la déclaration liminaire du traité de Rome et des principes de la charte de l'ONU. Le traité des accords d'Évian, les signataires, le GPRA, le gouvernement provisoire de la République algérienne est une entité qui n'avait pas lors de la signature une base juridique. Elle n'était pas élue. Ses membres faisaient partie de la patrie française à laquelle aucun document ne montre qu'ils y avaient formellement renoncé. Certains d'ailleurs avaient été assignés à résidence en France sous l'autorité de l'État. Ils n'avaient pas non plus la nationalité algérienne, car la nation algérienne n'existait pas. Elle n'avait ni constitution, ni même une assemblée constituante. De fait, la signature du traité ne pouvait représenter un pays. Le 18 mars 62, la France, après des négociations, le GPRA et le gouvernement français co-signent un document intitulé les accords d'Évian. Ce document porte toutes les caractéristiques d'un traité, mais il n'a été signé avec des individus autoproclamés gouvernement provisoire de la République algérienne, alors que dans la réalité judiciaire, elle a signé un traité avec un de ses ressortissants pour le compte d'une patrie qui n'existait pas. Cet accord ne peut pas non plus être interprété comme bilatéral entre des sujets du droit international, le GPRA n'ayant aucune existence juridique autre qu'une personnalité morale. Il manifeste cependant un engagement au moins de la France, lequel devrait être respecté par elle-même sous peine de voir engager sa responsabilité. Le traité dispose, chapitre 2, que nul ne pourra faire l'objet de mesures de police ou de justice, de sanctions disciplinaires ou d'une discrimination quelconque. Aucun Algérien ne pourra être contraint de quitter le territoire algérien ni empêché d'en sortir. À défaut, la France et l'Algérie de respecter ces accords auraient dû saisir la Cour de justice de l'ONU. Il est clairement établi, à la fois par l'histoire et par une documentation incontestable, que les ministres du gouvernement Pompidou, Pierre Messmer et Louis Joxe, loin d'œuvrer pour l'application du traité qu'ils avaient initié et ratifié, ont œuvré contre le traité. Alors que les populations avaient le droit de formuler une demande de nationalité sur le territoire français métropolitain si tel était leur choix. Pierre Messmer et Louis Joxe, au moins, ont tout fait pour les empêcher, renvoyant même des populations de la nation française à la mort certaine. Quand les massacres des populations dont le sort avait été réglé par le traité des accords d'Évian ont pris part, la France aurait dû saisir la Cour de justice de l'ONU, comme elle s'était engagée dans le traité des accords d'Évian, mais aussi au regard des engagements qu'elle avait pris en ratifiant le traité de Rome. Mais elle ne l'a pas fait. Ce double non-respect est à l'origine de préjudices importants qui n'ont jamais été ni discutés de manière objective ni indépendante. La France refusant à ses propres ressortissants la moindre discussion, la moindre explication, agissant en juge et partie et usant des procédures devant ces juridictions inféodées à l'exécutif pour ne jamais discuter du fond. Vive la République, vive la France.